50 guerriers encerclaient son ranch à l'aube. Colton Miles se réveilla dans un silence absolu. Pas le calme paisible du matin, mais l'immobilité anormale qui s'installe lorsque chaque oiseau, chaque insecte, chaque être vivant cesse soudainement de respirer. Il roula hors de son lit et regarda à travers les volets en bois. Ils se tenaient comme des statues dans la lumière pâle. 50 hommes disposés en un cercle parfait autour de sa propriété, chacun immobile, chacun observant sa porte. Pas de chevaux, pas d'armes visibles, juste des hommes qui semblaient sortis de nulle part, comme si la terre elle-même les avait enfantés dans la nuit. La main de Colton se porta instinctivement vers son fusil. Mais quelque chose le retint. En 15 ans de vie à la frontière, il avait vu des groupes de guerriers, des pillards, des hommes désespérés poussés par la faim ou la vengeance. C'était différent. Ils ne se cachaient pas. Ils ne menaçaient pas. Ils attendaient. Le guerrier le plus proche se tenait à exactement 20 pas de son porche. Assez près pour voir les perles complexes de son gilet, l'ornement d'argent dans ses cheveux, la façon dont ses yeux sombres ne sciaient jamais, mais assez loin pour que Colton ne puisse pas deviner ses intentions. Puis l'homme au centre leva la main, ni en guise de salut, ni en guise d'avertissement, il la leva simplement et la maintint en l'air. Colton avait sauvé exactement une vie au cours du mois passé. Un vieil homme qu'il avait trouvé en sang dans le canyon, mutilé par quelque chose avec des griffes de la taille de poignard. Il avait pansé les blessures, partagé son eau, l'avait aidé à se mettre en sécurité. L'homme avait parlé une langue que Colton ne comprenait pas, avait pressé quelque chose dans sa paume, et avait disparu dans la nature sauvage. Maintenant, 50 guerriers étaient venus lui rendre visite, et Colton ne savait absolument pas s'ils étaient là pour le remercier ou pour l'enterrer. Sa bouche devint sèche comme du cuir. Chaque instinct lui hurlait de barricader la porte, de charger ses armes, de se préparer pour un siège. Mais les guerriers n'avaient pas bougé d'un pouce depuis qu'il les avait repérés. Ils se tenaient là comme s'ils avaient tout le temps du monde. Colton s'habilla lentement, ses mains tremblant légèrement alors qu'il boutonnait sa chemise. Par la fenêtre, il pouvait voir le soleil monter plus haut, projetant de longues ombres sur sa cour. Les ombres des guerriers pointaient directement vers sa porte d'entrée comme des doigts accusateurs. Il avait construit ce ranch de ses propres mains. L'avait taillé dans la nature brute quand la plupart des hommes n'osaient pas s'aventurer aussi loin dans le territoire. C'était son sanctuaire, sa forteresse, l'œuvre de sa vie. Et maintenant, il avait l'impression que c'était sa tombe. Le silence s'étira, épais et oppressant. Pas de cris de guerre, pas de demande, aucune communication d'aucune sorte, juste le poids de 50 paires d'yeux observant chacun de ses mouvements. Alors que Colton atteignait la poignée de la porte, ses doigts se refermèrent sur la petite pierre sculptée que le vieil homme lui avait donnée. Lisse, chaude, marquée de symboles qu'il ne pouvait pas lire. Il prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Le guerrier au centre abaissa sa main levée et fit un unique pas en avant. Sa voix porta dans l'air matinal, claire et forte, prononçant des mots dans une langue qui ressemblait à un mélange de musique et de tonnerre. Mais Colton ne comprit pas un seul mot, et il réalisa que cette conversation était sur le point de devenir une question de vie ou de mort. Les mots du guerrier restèrent suspendus dans l'air comme la fumée d'un feu mourant. Colton resta figé sur son porche, son cœur martelant ses côtes alors qu'il essayait de donner un sens à ces syllabes fluides qui ne signifiaient rien pour lui. Le chef était grand, plus large d'épaules que la plupart des hommes que Colton avait connus, avec des mèches d'argent parcourant ses cheveux noirs. Son visage était buriné comme du vieux cuir, marqué par des années de soleil, de vent et de décisions difficiles. Quand il eut fini de parler, il attendit, ses yeux sombres fixés sur le visage de Colton comme s'il y cherchait quelque chose. Colton s'éclaircit la gorge, sa voix sortant plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Je ne comprends pas ce que vous dites. » L'expression du chef ne changea pas. Il parla de nouveau, plus lentement cette fois, en désignant la pierre sculptée dans la main de Colton. Les autres guerriers restaient parfaitement immobiles. Un cercle de juges silencieux observant chaque mot, chaque geste, chaque souffle. Le désespoir griffa la poitrine de Colton. Il leva la pierre, laissant la lumière du matin caresser sa surface. Ça, le vieil homme m'a donné ça. Est-ce pour ça que vous êtes là? Plus de mots dans l'étrange langue musicale. Le chef se désigna lui-même, puis la pierre, puis de nouveau Colton. Son ton était patient mais urgent, comme un homme essayant d'expliquer quelque chose de vital à quelqu'un qui refuse d'écouter. Colton secoua la tête, la frustration montant derrière ses yeux. Je l'ai sauvé, le vieil homme. Il était blessé, il saignait à cause de marques de griffes. Je l'ai aidé, c'est tout ce que je sais.
Le chef fit un autre pas en avant, assez près maintenant pour que Colton puisse voir les motifs complexes gravés sur son gilet de cuir. Le tressage soignait des plumes dans ses cheveux. Il prononça un seul mot, lentement et clairement, puis montra le canyon où Colton avait trouvé l'homme blessé. Quelque chose dans ce mot glaça le sang de Colton. Cela ressemblait à de la révérence, comme le mot qu'un homme pourrait utiliser pour quelque chose de sacré. Qui était-il, murmura Colton. Qui était l'homme que j'ai sauvé? Les yeux du chef ne quittèrent pas le visage de Colton alors qu'il parlait à nouveau. Sa voix portait un poids qui transcendait le langage. D'autres guerriers s'avancèrent, leur cercle se resserrant comme un nœud coulant, non pas de manière menaçante, mais en se rapprochant. La main de Colton se crispa sur son fusil. La sueur perlait sur son front malgré l'air frais du matin. Ces hommes étaient venus ici pour une raison, et cette raison était liée à l'étranger ensanglanté qu'il avait trouvé dans le canyon. Mais il ne pouvait toujours pas dire s'il le voyait comme un héros ou un ennemi. Le chef leva de nouveau la main, la paume tournée vers Colton. Cette fois, chaque guerrier dans le cercle imita le geste. 50 mains levées en parfait unisson. 50 paires d'yeux fixés sur le rocher confus, seul sur son porche. Puis le chef prononça un mot qui glaça Colton jusqu'aux os. C'était clair, sans équivoque, prononcé en anglais avec seulement le plus léger des accents. Demain. Avant que Colton puisse répondre, avant qu'il puisse demander ce que « demain » signifiait ou ce qu'ils attendaient de lui, les guerriers commencèrent à bouger. Non pas en reculant, ni en avançant. Ils se déplacèrent simplement, se repositionnant autour de sa propriété comme des pièces sur un échiquier invisible. Ils s'installaient pour un siège. Et Colton n'avait toujours aucune idée s'il était leur invité d'honneur ou leur prisonnier. Les heures s'écoulèrent comme des animaux blessés se traînant en lieu sûr. Colton observait depuis sa fenêtre le soleil monter plus haut, projetant des ombres nettes sur sa cour où 50 hommes se tenaient comme d'anciens monuments à la patience. Ils ne bougeaient jamais, ne se parlaient jamais, ne montraient aucun signe de fatigue ou d'inconfort. Ils maintenaient simplement leur cercle parfait. Chaque guerrier positionné exactement là où il était à l'aube. C'était troublant d'une manière qui donnait la chair de poule à Colton. Vers midi, il essaya de reprendre sa routine normale. Il nourrit ses chevaux dans le corral derrière la maison, parfaitement conscient que 20 paires d'yeux suivaient chacun de ses mouvements. Les animaux aussi sentaient la tension. Sa jument, habituellement douce comme un agneau, renâclait et tapait nerveusement du sabot. Même son vieux hongre, solide comme le roc, gardait les oreilles couchées en arrière et les yeux révulsés. Quand Colton retourna à la maison, il trouva quelque chose qui lui glaça le sang. Disposés sur les marches de son porche se trouvaient des offrandes, non pas des gestes menaçants, mais des cadeaux. Un bol en bois sculpté, des lanières de viande séchée enveloppées dans du cuir souple, un collier de pierre polie qui captait la lumière de l'après-midi comme des étoiles capturées. Il n'avait vu personne s'approcher de son porche. N'avait pas entendu un seul pas sur les planches de bois. Pourtant, elles étaient là, placées avec la précision minutieuse d'un homme arrangeant des fleurs sur une tombe. Le chef se tenait dans la même position qu'il avait tenue toute la matinée, mais maintenant ses yeux contenaient quelque chose de différent. Pas de la patience, pas de la menace, quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Colton ramassa le bol en bois, passant ses doigts sur la surface lisse. Le savoir-faire était extraordinaire. Sculpté dans une seule pièce de ce qui semblait être du pain avec des motifs complexes qui semblaient couler comme de l'eau autour du bord. Ce n'était pas quelque chose fait à la hâte. Cela représentait des heures, peut-être des jours de travail minutieux. « Que voulez-vous de moi » cria-t-il, sa voix portant à travers la cour. Le chef inclina légèrement la tête, le premier vrai mouvement que Colton avait vu de lui de toute la journée. Il prononça un seul mot, clair et délibéré, puis désigna le soleil suspendu au-dessus de sa tête. Puis il leva 2 doigts. Deux de quelque chose. 2 jours, 2 personnes, de quoi? La frustration brûlait dans la poitrine de Colton comme un feu ingéré. C'était un homme simple qui comprenait les choses simples. Le bétail, le temps, le poids d'un fusil entre ses mains. Mais cette danse élaborée de gestes et de mots étrangers le poussait au bord de la folie. Alors que le soir approchait, les guerriers commencèrent un nouveau rituel. Un par un, ils sortirent de petites sacoches à leur ceinture de petits objets, des pierres, des plumes, des morceaux d'os sculptés. Chaque guerrier leva son offrande un instant, puis la plaça soigneusement sur le sol à ses pieds. Colton réalisa avec un malaise croissant qu'il construisait quelque chose, un motif, un dessin qui englobait toute sa propriété, avec sa maison au centre.
Quand le dernier guerrier eut placé son offrande, le chef leva les deux mains vers le ciel et parla d'une voix qui porta dans l'air du soir comme un tonnerre lointain. Les mots étaient étrangers, mais le ton était sans équivoque. Cela ressemblait à une prière. La nuit tomba, les guerriers maintenant toujours leur vigile. Colton barricada sa porte et chargea ses armes, mais au fond de son cœur, il savait qu'elles ne seraient pas nécessaires. Quoi que ces hommes veuillent, la violence ne faisait pas partie de leur plan. Mais le matin arrivait, et avec lui, des réponses qu'il n'était pas sûr d'être prêt à entendre. L'aube se leva avec la promesse que le chef avait faite. Demain était arrivé, et avec lui venait le changement. Colton se réveilla au son de mouvements à l'extérieur de sa maison pour la première fois en 24 heures. À travers sa fenêtre, il observa le cercle de guerriers commencer à se déplacer, se réorganisant en quelque chose de nouveau. Plus un cercle, mais deux lignes droites formant un chemin qui menait directement à sa porte d'entrée. Au bout de ce couloir humain se tenait une silhouette que Colton n'avait pas vue auparavant. Un homme âgé, courbé par l'âge, mais se déplaçant avec détermination, soutenu par deux guerriers plus jeunes. Même à distance, il y avait quelque chose de familier dans sa façon de se tenir. La délibération prudente de chaque pas. Le cœur de Colton s'arrêta. C'était lui, l'étranger ensanglanté du canyon, vivant et marchant et loin d'être seul. Le vieil homme s'approcha lentement, ses escortes l'aidant à naviguer sur le terrain rocheux. En se rapprochant, Colton put voir les marques de griffes en voie de guérison sur sa poitrine et ses bras, encore roses de peau neuve, mais ne saignant plus. Les yeux de l'homme, sombres comme des nuits d'hiver, trouvèrent ceux de Colton à travers la fenêtre et les retinrent avec une intensité qui rendait la respiration difficile. Quand le vieil homme atteignit le porche de Colton, il parla dans un anglais fortement accentué mais clair. « Vous avez sauvé vie de Lougri. » Les mots frappèrent Colton comme un coup physique. Lougri. Même lui, aussi isolé qu'il fût des affaires tribales, connaissait ce nom. Lougri était plus qu'un simple ancien. Il était un chef spirituel, un pacificateur, un homme dont la parole pouvait déclencher des guerres ou y mettre fin. Un homme dont la vie valait plus que de l'or pour son peuple. Je ne savais pas, murmura Colton en sortant sur son porche. Je ne pouvais pas vous laisser là pour mourir. Lougri hocha lentement la tête, puis se tourna et parla au chef des guerriers dans leur propre langue. La conversation fut brève mais intense, remplie de gestes vers Colton, vers le canyon, vers le ciel au-dessus. Quand Lougri se retourna vers Colton, son visage buriné montrait quelque chose d'inattendu. Pas seulement de la gratitude, mais un respect sincère. Puma aurait tué Lougri. Vous combattez à main nue. Risquez propre vie pour étranger. Le souvenir revint en mémoire. Le félin massif, doré et mortel, accroupi sur l'homme ensanglanté. Colton chargeant avec rien d'autre qu'une branche épaisse et plus de courage que de bon sens, chassant la bête par pur désespoir et chance. N'importe qui aurait fait la même chose, dit Colton. Lougri secoua la tête. Non. Beaucoup d'hommes voient un Indien saigner. Continuent leur chemin. Vous arrêtez. Vous aidez. Vous demandez rien en retour. Le chef des guerriers s'avança et posa sa main sur l'épaule de Lougri. Le vieil homme hocha la tête et parla de nouveau. Voici mon petit-fils, Ours Agile. Il amène guerrier pour montrer respect, pour montrer gratitude. Ours Agile parla en anglais pour la première fois, sa voix profonde et autoritaire. Vous avez sauvé le cœur de notre peuple. Lougri enseigne à nos enfants, lit la sagesse de la nature, guide notre conseil. Sans lui, il s'arrêta, cherchant ses mots. Sans lui, nous sommes des moutons perdus sans berger. Colton sentit le poids de 50 pères Dieu sur lui. Mais maintenant, ce poids semblait différent. Pas menaçant, pas même curieux. C'était comme une reconnaissance. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Colton. Lougri sourit, l'expression transformant ses traits sévères en quelque chose de presque grand-paternel. Maintenant, nous vous honorons comme nos traditions l'exigent, comme nos cœurs le demandent. Ours Agile leva la main et les 50 guerriers s'avancèrent en parfait unisson. Le son de leurs mouvements synchronisés était comme un tonnerre lointain roulant à travers les montagnes. Mais d'abord, dit Lougri, ses yeux pétillants de quelque chose qui aurait pu être de la malice. Nous devons tester si vous êtes digne d'un tel honneur. La bouche de Colton s'assécha. Me tester comment? Les yeux de Lougri contenaient des siècles de sagesse alors qu'il étudiait le visage de Colton. L'air du matin devint lourd d'anticipation. 50 guerriers attendant dans un silence absolu les prochains mots de leur ancien.
L'épreuve n'est pas une épreuve de force, dit lentement Lougri. Chaque mot choisi avec soin, ni d'habileté avec les armes. L'épreuve est celle du cœur. Ours Agile s'approcha, sa stature imposante projetant une ombre sur le porche de Colton. Quand un homme sauve la vie de Lougri, il devient de la famille. Mais la famille a des responsabilités. La famille a des devoirs. La gorge de Colton était sèche comme du sable. Quel genre de devoir? Lougri désigna les montagnes qui se dressaient au loin. Leurs sommets acérés se découpant sur le ciel du matin. À 3 jours de voyage d'ici. Le village de notre peuple a faim. Le gibier est rare. Les réserves d'hiver s'épuisent. Les enfants pleurent de faim. Le vieil homme fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Ours Agile doit prendre les guerriers, chasser sur des terres dangereuses, des terres où les pumas règnent, où les ours font leur demeure, où une seule erreur signifie la mort. Colton commença à comprendre où cela menait, et son cœur se mit à battre comme le marteau d'un forgeron. Mais les guerriers sont jeunes, continua Lougri. Braves, oui. Forts, oui, mais pas sages dans les voies de la survie. Pas habile à pister les bêtes blessées sur un sol rocheux, pas expérimenté pour. Il désigna ses propres cicatrices en voie de guérison, affronter les griffes et les crocs avec seulement du courage. La voix d'Ours Agile était stable comme la pierre en hiver. Vous avez affronté un puma à main nue, vous l'avez chassé d'un homme sans défense. Cela montre non seulement de la bravoure, mais aussi une connaissance de la façon dont les prédateurs pensent, comment ils se déplacent, comment ils peuvent être vaincus. L'épreuve se cristallisa dans l'esprit de Colton comme du givre sur une vitre. Il ne lui demandait pas de faire ses preuves. Il lui demandait de les aider à survivre. Vous voulez que je guide le groupe de chasse, dit Colton. Lougri hocha la tête. Guide-les. Enseigne-leur. Garde-les en vie pendant qu'ils nourrissent notre peuple. C'est une épreuve de caractère. L'homme qui a sauvé une vie risquera-t-il la sienne pour en sauver beaucoup? Colton regarda le cercle de guerriers entourant sa propriété. Des jeunes hommes pour la plupart, avec la carrure mince et les yeux vifs de chasseurs nés. Mais chasser du gibier en territoire familier était différent de s'aventurer dans la nature profonde où les prédateurs dominants régnaient sur chaque crête et chaque vallée. À quel point est-ce dangereux? Demanda Colton. La mâchoire d'Ours Agile se contracta. Dernier groupe de chasse. 3 hommes sont partis. Un seul est revenu. Il a parlé d'une mort dorée avec des yeux de feu. Territoire des pumas, ils sont partout. Mais les gens doivent manger ou l'hiver tuera plus que n'importe quelle bête. Le choix se présenta à Colton comme des cartes sur une table. Rester en sécurité dans son ranch, accepter leur gratitude et regarder de loin de jeunes hommes mourir en essayant de nourrir leur famille. Ou s'aventurer dans les montagnes avec eux, utilisant sa connaissance durement acquise des prédateurs pour les garder en vie. Ce n'était pas vraiment un choix. Quand partons-nous? Demanda Colton. Le visage buriné de Lougri se fendit du premier vrai sourire que Colton avait vu de lui. Vous acceptez? J'accepte. Ours Agile leva le poing vers le ciel et poussa un cri de guerre qui résonna contre les montagnes comme le tonnerre. Les 50 guerriers répondirent à l'unisson, leur voix créant un son qui semblait faire trembler la terre même sous les pieds de Colton. Mais alors que les échos s'estompaient, Colton sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air du matin. Il venait d'accepter de mener 50 hommes dans les terrains de chasse les plus dangereux du territoire. Et quelque part dans ces montagnes, la mort dorée attendait. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Ce qui avait été un siège tendu autour du ranch de Colton se transforma en un camp animé d'activités concentrées. Les guerriers qui étaient restés immobiles pendant 2 jours se déplaçaient maintenant avec une efficacité bien rodée. Vérifiant les armes, triant les provisions, se préparant pour un voyage qui pourrait faire la différence entre la vie et la mort pour leur peuple. Colton se retrouva au centre de tout cela, consulté surtout, des itinéraires à emprunter à travers les cols de montagne aux signes à rechercher pour pister une proie blessée. C'était à la fois accablant et humiliant. Ours Agile s'approcha de lui alors que le soleil atteignait son zénith, portant un paquet de cuir et d'os. Pour vous, dit-il, en déroulant le paquet pour révéler un couteau de chasse comme Colton n'en avait jamais vu. La lame était forgée dans un métal qui brillait comme une lumière d'étoile capturée, assez tranchante pour couper les ombres. Le manche était sculpté dans ce qui ressemblait à de l'os de puma, poli et lisse par d'innombrables mains. Gravés le long de la lame se trouvaient des symboles qui semblaient raconter une histoire dans une langue que Colton ne pouvait pas lire. Ceci appartenait à mon père, expliqua Ours Agile. Et à son père avant lui.
Il a goûté le sang de chaque créature dangereuse de ces montagnes. Ours, loup, puma. Il vous servira bien. Colton accepta le couteau avec révérence, sentant son équilibre parfait dans sa main. Je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi précieux. Vous le pouvez. Vous le devez. L'expression d'Oursagil était sérieuse comme la pierre. Là où nous allons, les armes ordinaires pourraient ne pas suffire. Cette lame porte la sagesse de génération. Elle sait comment trouver le cœur d'une bête, même dans l'obscurité. Alors que l'après-midi avançait, Lougri appela Colton à part. Le vieil homme avait observé les préparatifs avec des yeux perçants, offrant occasionnellement de sages paroles de conseil aux plus jeunes guerriers. Vous comprenez, dit Lougri. C'est plus qu'une expédition de chasse. C'est une épreuve de leadership. Ces hommes vous suivront dans des endroits où la mort attend derrière chaque rocher. Leur vie repose entre vos mains. Le poids de la responsabilité s'installa sur les épaules de Colton comme un fardeau physique. Et si je prends la mauvaise décision? Et si quelqu'un meurt parce que j'ai choisi le mauvais chemin? La main burinée de Lougri saisit l'épaule de Colton avec une force surprenante. Alors vous portez ce fardeau, comme tous les chefs doivent le faire. Mais si vous ne prenez aucune décision, si vous laissez la peur vous guider au lieu de la sagesse, alors tous mourront et leur peuple mourra de faim. À l'approche du soir, les guerriers se rassemblèrent en cercle autour d'un petit feu. Ils partagèrent de la viande séchée et de l'eau, parlant à voix basse des familles qu'ils laissaient derrière eux, des enfants qui dépendaient de leur succès. Colton écoutait, ne comprenant que des fragments, mais sentant le poids de leurs espoirs et de leurs peurs. Un jeune guerrier, à peine plus qu'un garçon, était assis à l'écart des autres. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il nettoyait son arc, et ses yeux avaient le regard vide d'un homme essayant de se convaincre qu'il était plus courageux qu'il ne le sentait. Colton s'assit à côté de lui. Première chasse dans les hautes montagnes? Le garçon hocha la tête sans lever les yeux. Mon frère était dans le dernier groupe de chasse. Celui qui n'est pas revenu. Les mots frappèrent Colton comme un coup physique. Il ne s'agissait pas seulement de se montrer digne d'honneur. Il s'agissait de mener de jeunes hommes dans la même nature sauvage qui avaient pris leurs amis, les membres de leur famille, leurs frères. Comment s'appelait-il? Demanda doucement Colton. Flèche rapide. Il était le meilleur pisteur du village. Si les pumas ont pu le tuer. La voix du garçon s'éteignit, laissant la terrible implication en suspens dans l'air. L'aube marquerait le début de leur voyage dans les montagnes. 3 jours de voyage à travers un terrain de plus en plus dangereux, menant à des terrains de chasse où la mort rôdait dans chaque vallée et sur chaque crête. Colton regarda les visages autour du feu, jeunes et vieux, tous lui faisant confiance pour les ramener vivants à la maison. Et quelque part dans l'obscurité au-delà de la lumière du feu, il pouvait presque entendre le rugissement lointain de la mort dorée, qui attendait. 3 jours de voyage difficiles les amenèrent au bord des terrains de chasse, où les montagnes se dressaient comme des dents anciennes contre le ciel. Le terrain était brutal, tout en rochers acérés et crevasses cachées, le genre de pays qui pouvait briser la cheville d'un homme en un seul pas imprudent. Colton ordonna une halte à l'entrée d'un canyon étroit, étudiant le sol avec des yeux entraînés par des années de pistage. Des griffures fraîches sur les rochers, des touffes de fourrure dorée accrochées à des buissons épineux, l'odeur amistacable de grands félins marquant leur territoire. Des pumas, dit-il doucement à Oursagil. Au moins 3, peut-être plus. Tout ce canyon est leur terrain de chasse. Le jeune guerrier qui avait perdu son frère s'avança, son arc déjà armé d'une flèche. Alors nous contournons. Colton secoua la tête. Les pistes de gibier passent toutes par ici. Cerfs, wapitis, tout ce que les félins chassent vient boire au ruisseau au centre. Si nous voulons de la viande pour votre peuple, c'est ici que nous la trouverons. La mâchoire d'Oursagil se contracta. Au même endroit où Flèche Rapide est mort. C'est pourquoi nous allons faire ça différemment. Colton montra les hautes crêtes de chaque côté du canyon. Nous nous divisons en 3 groupes. Le premier groupe monte sur la crête nord. Le deuxième groupe prend la crête sud. Ils rabattent le gibier vers le fond du canyon où le troisième groupe attend avec des filets et des lances. L'un des guerriers plus âgés fronça les sourcils. Et les pumas? C'est là que j'interviens. Colton soupesa l'ancien couteau qu'Oursagil lui avait donné. Les pumas sont des prédateurs d'embuscade. Ils comptent sur la surprise. Mais si quelqu'un fait du bruit, attire leur attention, leur donne une cible à laquelle ils ne peuvent résister. La compréhension se fit jour dans les yeux d'Oursagil. Vous vous servez d'appât. Je les attire.
Je les garde concentrés sur moi pendant que vous prenez le gibier. Les pumas n'attaqueront pas un grand groupe, mais ils s'en prendront à une cible isolée à chaque fois. Le plan était insensé, suicidaire, et leur seule véritable chance de succès. Colton pouvait voir le doute sur certains visages, la peur sur d'autres. Mais sous tout cela, il vit autre chose. La confiance. Ces hommes étaient prêts à le suivre dans la gueule de la mort parce qu'ils croyaient qu'il pouvait les ramener vivants à la maison. La chasse commença à l'aube. Colton se positionna au centre du canyon, près du ruisseau où le gibier venait boire. Les autres guerriers se dispersèrent le long des crêtes, silencieux comme des ombres, attendant son signal. Ça ne prit pas longtemps. Un magnifique wapiti sortit de la lisière des arbres, ses muscles ondoyant sous son pelage sombre. Derrière lui, d'autres suivirent. 6, 7, 8 animaux se déplaçant en troupeau lâche vers l'eau. Colton leva la main et la battue commença. Les guerriers sur les deux crêtes commencèrent à faire du bruit, frappant leurs armes contre les rochers, criant, créant un chaos contrôlé qui canalisa les animaux paniqués directement vers les filets qui attendaient. C'est alors que le premier puma apparut. Il se matérialisa de derrière un rocher comme la mort dorée incarnée. Muscles bandés pour le coup fatal. Il ne visait pas le wapiti, il visait Colton. Le temps ralentit jusqu'à s'arrêter. Colton vit chaque détail de l'approche du grand félin. La façon dont ses oreilles s'aplatissaient contre son crâne, le calcul dans ses yeux jaunes, la grâce silencieuse de ses pattes qui pouvaient broyer les os. Il attendit jusqu'au dernier moment possible, puis roula sur le côté alors que 70 kilos de muscles et de griffes frappaient le sol où il se tenait. L'élan du félin le projeta au-delà de lui, mais seulement pour un battement de cœur. Il pivota avec une grâce liquide, grognant, prêt pour une autre attaque. Colton tourna autour, l'ancien couteau fermement en main, se souvenant de tout ce qu'il avait appris sur la lecture des intentions d'un prédateur. Le félin bondit à nouveau. Cette fois, Colton était prêt. La lame trouva sa cible avec une précision chirurgicale, et la mort dorée s'effondra en un tas de fourrure fauve. Autour de lui, la chasse continuait. Les filets volaient, les lances frappaient, et le canyon se remplit des sons du succès. Quand les échos s'estompèrent, 8 wapitis gisaient morts ou mourants, assez de viande pour nourrir un village pendant des semaines. Mais plus important encore, 50 guerriers regardaient Colton avec une admiration proche de la stupeur. Il avait tenu sa promesse. Il les avait tous ramenés vivants. Le voyage de retour au ranch de Colton prit 4 jours, chargé de suffisamment de viande pour nourrir le village pendant la partie la plus dure de l'hiver, mais c'était plus que de la nourriture qu'il transportait. La nouvelle de ce qui s'était passé dans le canyon se répandit parmi les guerriers comme une traînée de poudre, grandissant à chaque récit. Le rancher blanc, qui avait affronté un puma avec rien d'autre qu'une lame ancienne, qui avait risqué sa vie pour sauver des hommes qu'il connaissait à peine, qui avait tenu parole quand des hommes de moindre valeur auraient trouvé des excuses pour rester en sécurité chez eux. Quand ils franchirent la dernière colline et que le ranch de Colton apparut, il fut surpris de voir de la fumée s'élever de dizaines de feux de cuisine. Le village entier s'était rassemblé sur sa propriété, des centaines de personnes attendant dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. Les enfants coururent à leur rencontre, criant de joie à la vue de tant de viande fraîche. Les femmes pleuraient de soulagement, sachant que leur famille ne mourrait pas de faim. Les vieillards hochaient la tête en signe d'approbation en entendant l'histoire de la chasse, du courage manifesté au moment crucial. Lougri se tenait sur le porche de Colton, son visage buriné rayonnant de fierté. « Vous avez réussi toutes les épreuves », cria-t-il alors que Colton approchait. Pas seulement celle de l'habileté, mais celle du cœur, pas seulement celle de la bravoure, mais celle de la sagesse. Ce qui se passa ensuite coupa le souffle à Colton. Les 50 guerriers qui avaient encerclé son ranch 4 jours plus tôt formèrent à nouveau leur cercle. Mais cette fois, ils ne le regardaient pas avec incertitude. Cette fois, chaque guerrier portait quelque chose dans ses mains, des cadeaux, des marques de respect, des symboles de fraternité. Ours Agile s'avança, sa voix portant à travers le rassemblement comme le tonnerre roulant sur les montagnes. Dans notre langue, il y a un mot, astérisque astérisque tonkala astérisque astérisque. Cela signifie plus qu'ami, plus que frère. Cela signifie l'homme qui risque tout pour un peuple qui n'est pas le sien. Un par un, les guerriers s'approchèrent. Chacun plaça son cadeau au pied de Colton. Des flèches sculptées à la main qui voleraient droit par tous les vents. Un arc en frêne de montagne qui ne se briserait jamais. Des couvertures tissées avec des motifs qui racontaient l'histoire de son courage. Une coiffe de guerre avec des plumes gagnées par des exploits dont on se souviendrait pendant des générations.
Mais le plus grand cadeau vint de l'Ougri lui-même. Le vieil homme s'avança en traînant les pieds, portant un bâton sculpté de symboles qui semblait danser à la lumière du feu. Ceci appartenait à mon grand-père, dit l'Ougri, la voix lourde d'émotion. Et à son grand-père avant lui. Il n'est donné qu'à ceux qui se montrent dignes de mener des hommes au combat et de les ramener vivants à la maison. Aujourd'hui, il vous appartient. Colton accepta le bâton avec des mains qui tremblaient légèrement. Le bois était chaud sous ses doigts, poli et lisse par d'innombrables mains, sculpté de l'histoire d'un peuple qui valorisait l'honneur par-dessus tout. À partir de ce jour, annonça Ours Agile, sa voix portant jusqu'à chaque coin du rassemblement. Colton Miles est Tonkala, frère de notre peuple. Bienvenue dans chaque loge, défenseur de nos enfants. Sa parole est un engagement. Son courage est une légende. Son nom sera prononcé avec honneur jusqu'à ce que les étoiles tombent du ciel. Les 50 guerriers élevèrent leur voix à l'unisson. Un cri de guerre qui résonna contre les montagnes comme un tonnerre ancien. C'était un son de triomphe, de respect, de lien forgé dans le danger et scellé par la confiance. Alors que la célébration se poursuivait dans la nuit, Colton se retrouva assis à côté de l'Ougri, regardant les enfants jouer à la lumière du feu pendant que leurs parents racontaient des histoires de la chasse qui les avait sauvés de la famine. « Vous êtes venus ici seuls », observa tranquillement l'Ougri. « Mais vous n'êtes plus seuls. » Colton hocha la tête, sentant la vérité de ces mots s'ancrer en lui. 4 jours plus tôt, 50 guerriers avaient encerclé son ranch, et il avait craint pour sa vie. Ce soir, ces mêmes 50 hommes étaient ses frères, liés à lui par quelque chose de plus fort que le sang, l'honneur, le sacrifice, la volonté de tout risquer pour les autres. Et dans les flammes dansantes des feux de cuisine, Colton vit son avenir s'étendre devant lui, non pas comme un rancher solitaire gagnant sa vie dans la nature sauvage, mais comme un pont entre deux mondes, un homme qui avait gagné sa place par le courage et prouvé sa valeur au moment crucial. Le rugissement du puma l'avait mis face à son destin, et le destin avait fait de lui une légende. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran pour découvrir un autre conte western inoubliable où le courage et l'honneur se rencontrent de manière que vous n'auriez jamais imaginée. N'oubliez pas de vous abonner et pensez à faire un super chat pour nous aider à continuer à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien est essentiel pour nous.